Vivre sans direction, c'est comme être au milieu de l'océan avec une boussole cassée. Tu avances, oui, mais tu ne sais pas vers où. Et le pire, c'est que tu ne t'arrêtes même pas pour te le demander. Tu continues simplement. Tu te réveilles chaque jour avec l'esprit en guerre, répétant des habitudes qui t'épuisent, des pensées qui ne t'appartiennent pas et des excuses qui sonnent convaincantes, mais qui au fond, tu sais qu'elles sont un mensonge bien poli. Personne ne t'a appris à regarder à l'intérieur avec précision, à lire tes émotions sans fuir, à interpréter la douleur comme une boussole. On nous a appris à nous rendre à la commodité, à éviter le vide avec du bruit, à survivre plutôt qu'à vivre. Cette vidéo n'est pas une caresse, c'est une rupture, un arrêt net, un appel à arrêter de faire comme si ton âme pouvait continuer à attendre, parce que tu ne peux pas changer ta vie sans te changer toi-même. Tu ne peux pas conquérir le monde si tu ne conquiers pas d'abord ton esprit. Et cela ne se fait pas avec une motivation passagère, ni avec des phrases douces qui sonnent bien, mais ne transforment rien. Cela se fait avec de la stratégie, avec une brutalité honnête, avec la force interne qui émerge lorsque tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. La transformation dont nous allons parler ne repose pas sur le fait de crier des affirmations devant le miroir ou de te forcer à être quelqu'un que tu n'es pas. Elle repose sur la compréhension du fonctionnement de ton corps, sur le déchiffrement des schémas de ton esprit, sur l'apprentissage à prendre des décisions qui t'alignent avec ce qui compte vraiment. Et pour cela, il y a le stoïcisme, la psychologie et les neurosciences. Non pas comme des concepts de livres, mais comme des armes quotidiennes, comme des outils pour cesser d'être un spectateur passif de ton histoire et devenir celui qui écrit, édite et dirige chaque scène. Parce que cela ne consiste pas à être fort tout le temps. Il s'agit d'être conscient, d'être éveillé, d'arrêter de justifier la médiocrité par des traumatismes non résolus ou des environnements difficiles. Peut-être que tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé, mais tu es responsable de ce que tu fais avec. Et si tu es ici, c'est parce qu'une partie de toi en a assez de répéter le même cycle, de s'éteindre lentement pendant que le monde te traîne. Tu n'es pas brisé, tu es endormi. Et cette vidéo est ton réveil. 1. Ferme la porte à tout ce qui vole ton attention. Ton esprit est comme une maison avec de nombreuses pièces, certaines remplies d'idées, d'autres de souvenirs, certaines en construction et d'autres complètement vides en attente d'être habitées. Mais il y a une porte principale, celle de l'attention. Si cette porte reste ouverte à quiconque veut entrer, tu finiras avec des étrangers fouillant tes pensées, sabotant ta tranquillité et salissant ton objectif. Et le pire, c'est que souvent tu ne remarques même pas qui ils sont parce qu'ils entrent sous forme de notifications, de soucis d'autrui, de critiques déguisées en conseils, de comparaisons silencieuses, d'anxiété déguisée en productivité. Si tu n'apprends pas à fermer fermement cette porte, ta vie deviendra un lieu bruyant, chaotique, impossible à habiter clairement. L'attention n'est pas seulement de la concentration, c'est une protection. C'est dire non à ce qui ne mérite pas ton énergie, même si cela te fait mal. C'est comprendre que chaque fois que tu laisses quelque chose d'extérieur prendre le contrôle de ton attention, tu cèdes une partie de ton pouvoir, tu abandonnes le présent, tu renonces à l'unique outil qui peut changer ta réalité, ta direction interne. Les stoïciens le savaient. C'est pourquoi ils insistaient sur l'importance de distinguer ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Parce que si tu ne filtres pas, tu te remplis de tout. Et si tu te remplis de tout, tu te vides de toi. Fermer la porte au bruit extérieur ne signifie pas devenir indifférent au monde. Cela signifie arrêter de réagir comme une marionnette à chaque stimulus qui apparaît. De nos jours, n'importe qui peut t'interrompre, une alerte sur ton téléphone, une opinion que tu n'as pas demandée, un doute semé par quelqu'un qui n'a jamais vécu ta vie. Et chaque interruption te fragmente, chaque distraction t'éloigne. Chaque décision reportée parce que tu étais occupé à répondre à l'urgent te rend plus esclave du chaos. L'attention ne se trouve pas, elle se construit. Elle n'arrive pas seule, elle se défend. Et elle se défend avec des limites physiques,
mentales et émotionnelles. Des limites qui n'ont pas besoin d'être justifiées, seulement maintenues. Ferme la porte quand tu t'assois pour créer, pour penser, pour respirer. Ferme la porte quand quelqu'un veut voler ton attention avec du drame, des plaintes ou des urgences qui ne sont pas les tiennes. Ferme la porte quand ton propre esprit essaie de te saboter avec des pensées de doute, avec la tentation de faire ce qui est facile, avec la voix qui te dit « cela peut attendre ». Parce que non, cela ne peut pas attendre. La vie ne va pas s'arrêter pour que tu sois prêt, ou tu te concentres, ou tu te disperses, ou tu avances, ou tu te distrais. La neuroscience le confirme. Chaque fois que tu permets une distraction, ton cerveau a besoin de plusieurs minutes pour retrouver son état de concentration profonde. Chaque interruption est un coût invisible. Et quand ces interruptions sont constantes, le prix que tu paies est ta vie entière. Parce que l'attention ne construit pas seulement des projets, elle construit une identité. Tu es ce à quoi tu prêtes attention, ce que tu regardes constamment, ce que tu répètes dans ta tête, ce que tu consommes, ce que tu permets. Si tu ne filtres pas cela, le bruit te façonne. Si tu ne choisis pas, tu choisis par omission. Et ce qui entre sans filtre finit par contrôler ta réalité. Alors, place-toi devant la porte de ton attention et regarde-la sérieusement. Demande-toi qui ou quoi a un accès libre à ton attention. Puis, ferme cette porte, avec détermination, avec courage, avec la conviction que ton énergie n'est pas en vente, que ton esprit n'est pas un no man's land, que ton attention n'est pas négociable. Parce que ce n'est que lorsque tu deviens le gardien de ton espace mental que tu peux commencer à construire une vie qui est vraiment la tienne. 2. Entraîne ton esprit à aimer ce qui t'élève. Il y a des esprits qui sont comme des jardins abandonnés, remplis de mauvaises herbes, d'épines et de racines sèches qui ont poussé sans contrôle. Non pas parce qu'ils sont inutiles, mais parce que personne n'a pris le temps de semer avec intention. Si tu laisses ton esprit à la dérive, n'importe quoi peut y pousser. Doute, ressentiment, envie, peur. Mais si tu décides de l'entraîner, si tu choisis consciemment quelle pensée nourrir, alors tu peux le transformer en un terrain fertile, où fleurit ce qui te renforce, ce qui te pousse, ce qui t'élève. Et il ne s'agit pas seulement de penser positivement. Il s'agit de reprogrammer la façon dont tu interprètes ta réalité, d'apprendre à aimer ce qui te renforce, même quand au début ce n'est pas confortable. Il est facile de désirer ce qui endort. Ce qui est difficile, mais puissant, c'est de désirer ce qui te transforme. Il y a des personnes qui confondent le confort avec le bonheur, le plaisir avec la paix, la stimulation avec le but. C'est pourquoi ils répètent des schémas qui les affaiblissent, qui les font se sentir bien pour un moment, mais les vident à long terme. Entraîner l'esprit à aimer ce qui t'élève implique de renoncer à ces gratifications immédiates qui semblent inoffensives, mais qui te volent la discipline, la clarté et le respect de toi-même. Cela signifie rediriger ton attention vers tout ce qui te construit, même si ça fait mal, même si ça fatigue, même si ça dérange. Les stoïciens savaient que le caractère ne naît pas du désir, mais de l'habitude. C'est pourquoi ils parlaient de s'entraîner constamment, de ne pas se laisser emporter par les émotions non filtrées, de choisir le chemin qui renforce plutôt que celui qui divertit. Et c'est quelque chose que tu peux pratiquer chaque jour, dans ce que tu décides de consommer, dans la façon dont tu réponds à ce que tu n'aimes pas, dans ce que tu penses quand personne ne te regarde. Parce que l'entraînement de l'esprit n'est pas un événement ponctuel, c'est une bataille quotidienne entre la version faible qui veut du réconfort et la version forte qui veut de l'évolution. La psychologie le confirme. Le cerveau crée des associations entre ce que tu fais et comment tu te sens. Si chaque fois que tu fais quelque chose de précieux, tu te plains, tu t'ennuies ou tu le fais par obligation, ton esprit le rejettera. Mais si tu commences à reconnaître le pouvoir qu'il y a dans cet effort, si tu associes l'inconfort à la croissance, si tu célèbres chaque petit pas comme une véritable victoire, alors ton cerveau apprendra à apprécier ce qu'il évitait auparavant.
Non pas parce que cela devient plus facile, mais parce que tu deviens plus fort. Cet entraînement mental nécessite de l'intention. Chaque pensée négative est un signal, pas un ennemi. Chaque envie de procrastiner est une occasion de réaffirmer ta décision. Chaque jour est une répétition de plus du muscle invisible que tu es en train de construire, ton focus interne. Et ce muscle a besoin de nourriture. Il a besoin que tu lises des choses qui te nourrissent, que tu écoutes des mots qui t'élèvent, que tu t'entoures de personnes qui ne te laissent pas te contenter. Parce que tu ne peux pas attendre des pensées élevées si tout ce qui entre dans ton esprit est de la poubelle émotionnelle, du bruit superficiel et du drame inutile. Le vrai changement n'arrive pas quand tu fais la bonne chose une fois, il arrive quand ton esprit commence à désirer la bonne chose, quand tu n'as plus besoin de te forcer à bien agir parce que cela devient naturel, quand ce qui est facile ne te séduit plus autant parce que ce qui est difficile devient ton standard. Et cela ne se réalise qu'avec la répétition, la conscience, une décision quotidienne de te lever et de choisir ce qui te construit. Entraîner l'esprit, c'est construire la liberté, parce que quand tu contrôles ce que tu désires, personne ne peut te manipuler. Et quand tu t'élèves de l'intérieur, l'extérieur perd le pouvoir de te détruire. 3. Si tu te perds dans la peur, retourne à l'heure sacrée. La peur est comme un brouillard épais au milieu de la forêt. Parfois tu penses que tu avances, mais tu ne vois pas clairement, tu fais des pas incertains, tu trébuches sur des choses qui ne sont même pas là. Il est facile de se perdre dedans. Elle commence comme un léger soupçon, puis se transforme en doute, et avant que tu ne t'en rendes compte, tu es pris dans un labyrinthe mental où chaque sortie semble dangereuse. Le problème n'est pas de ressentir de la peur, le problème est de s'y installer, de construire une maison au milieu de ce brouillard et de l'appeler réalité. Mais il y a une sortie, il y en a toujours une. Et elle n'est pas là-bas, mais juste ici, dans ce que les stoïciens appelaient le moment présent, l'heure sacrée. Quand tu es pris dans l'esprit, la peur te projette dans le futur. Elle te montre le pire qui pourrait arriver, exagère chaque possibilité négative et te paralyse avec un film qui n'a même pas commencé. En revanche, lorsque tu reviens au présent, lorsque tu concentres ton attention sur ce qui est réel, sur ce que tu peux voir, toucher et décider, la peur perd de sa puissance, non pas parce qu'elle disparaît, mais parce que tu la remets à sa place. Le maintenant est ton refuge, ton ancre, ta forteresse. Dans le maintenant, tu peux respirer, penser clairement, prendre des décisions fermes. Dans le maintenant est le seul point à partir duquel tu peux agir. Tout le reste est une illusion déguisée en inquiétude. La psychologie le confirme. Un esprit entraîné à revenir au présent est un esprit plus résilient, plus lucide, plus difficile à manipuler par le chaos émotionnel. La peur grandit sur le terrain de l'anticipation. Elle vit de « et si cela se produit ?» de « je ne suis pas prêt », de « ça va sûrement mal se passer ». Mais lorsque tu ancres ton attention sur ce que tu peux faire, sur ce qui se passe réellement, la peur devient plus petite, pas plus faible, mais plus gérable. Parce que la peur ne s'élimine pas par la pensée magique, elle se dissout par la présence consciente. Les stoïciens insistaient sur l'importance de ne pas souffrir à l'avance. Ils disaient qu'une grande partie de notre souffrance ne vient pas de ce que nous vivons, mais de ce que nous imaginons. Et ils avaient raison. Combien de fois t'es-tu arrêté à cause de craintes qui ne se sont jamais réalisées? Combien de fois as-tu reporté un pas important parce que ton esprit a anticipé un échec qui n'existait pas? Revenir au présent n'est pas une jolie phrase, c'est un acte de résistance. C'est reprendre le contrôle que la peur te vole avec ses mensonges. C'est dire à ton corps que tu n'es pas en danger maintenant, que tu peux bouger, que tu peux agir. Revenir à l'heure sacrée, c'est fermer les yeux et sentir ta respiration sans juger. C'est regarder autour de toi et reconnaître que tu es ici, avec tout ce que tu as et tout ce que tu es. C'est te demander ce que tu peux faire aujourd'hui, même si c'est petit, pour avancer un peu. Tu n'as pas besoin de tout résoudre, tu as juste besoin de revenir encore et encore au maintenant, jusqu'à ce qu'il devienne ton lieu sûr.
Parce que c'est de là que le changement se construit, pas de l'anxiété du futur, ni de la culpabilité du passé, mais de la fermeté de cet instant. Entraîne-toi à reconnaître la peur sans te rendre à elle. Quand elle apparaît, ne la nie pas, observe-la, respire, reviens au présent, fais-en ton rituel, ton ancre, ta pratique quotidienne. Parce que la peur ne disparaît pas, mais tu peux cesser de lui appartenir. Et chaque fois que tu choisis d'agir à partir du maintenant, tu récupères quelque chose que la peur veut toujours te prendre, ton pouvoir. 4. Deviens l'observateur silencieux de ton esprit. Ton esprit est comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Parfois, elle coule sereinement, parfois, elle déborde. Parfois, elle charrie des déchets qu'elle a ramassés en chemin. D'autres fois, elle te livre des perles dont tu ne savais même pas qu'elles étaient là. Le problème est que tu te jettes à l'eau sans réfléchir, essayant de nager parmi des pensées que tu ne peux pas contrôler, luttant contre le courant au lieu de t'asseoir sur la rive et d'observer. Parce que c'est ce qu'on ne t'a jamais appris. Tu n'as pas à être chaque pensée qui traverse ton esprit. Tu peux les voir venir, tu peux les écouter, tu peux même sentir leur force. Mais tu n'es pas obligé de les croire ni de les suivre. Tu peux devenir l'observateur silencieux. Et lorsque tu le fais, quelque chose change. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La plupart des gens vivent piégés dans une conversation constante qui ne s'arrête jamais. Une voix qui juge, qui compare, qui anticipe, qui se souvient, qui imagine des scénarios catastrophiques, qui répète les erreurs du passé comme si elles faisaient partie de son identité. Cette voix n'est pas toi. C'est juste une partie du système qui s'active par habitude, par peur, par histoire. Et l'erreur la plus courante est de penser que si tu le penses, c'est vrai. Mais ce n'est pas le cas. Les pensées ne sont pas toujours réelles, elles sont juste fréquentes. Et la seule façon de reprendre le contrôle est d'apprendre à observer sans réagir. Les stoïciens parlaient de l'autocontrôle, de l'importance de maîtriser l'esprit avant d'essayer de maîtriser quoi que ce soit d'autre. Ils disaient que rien n'est plus puissant que celui qui se gouverne lui-même. Et se gouverner ne signifie pas réprimer, cela signifie regarder avec clarté. Cela signifie que lorsqu'une émotion intense apparaît, tu ne cours pas pour agir impulsivement, mais tu prends une seconde pour l'observer. Cela signifie que lorsque ton esprit te dit « tu ne peux pas »,« cela va mal se passer »,« tu ne vaux pas assez »,« tu ne t'effondres pas », tu respires et tu décides si cela est utile, si c'est réel, si cela mérite ton attention. Les neurosciences confirment que le simple fait d'observer tes pensées avec conscience active des régions du cerveau associées à l'autorégulation. C'est-à-dire que lorsque tu entraînes ton attention à être présent sans juger, tu réduis l'impact émotionnel de la pensée automatique. Ce qui te submergeait avant, tu le comprends maintenant. Ce qui te dominait avant, tu le soutiens maintenant. Non pas parce que tu as éliminé le chaos, mais parce que tu as appris à ne pas te fondre avec lui. Être l'observateur est une pratique. On n'y parvient pas du jour au lendemain, mais chaque tentative renforce une partie de toi qui était endormie. Tu peux commencer par quelque chose d'aussi simple que de remarquer ce que tu penses lorsque tu te sens mal. Te demander « Quelle histoire suis-je en train de me raconter maintenant ? Quelle partie de cela est un fait et quelle partie est une interprétation ?» Et c'est là que réside le pouvoir. Parce que lorsque tu vois l'histoire de l'extérieur, tu n'es plus pris au piège dedans. Tu peux l'éditer, tu peux la lâcher, tu peux en écrire une nouvelle. Le silence de l'observateur n'est pas passivité, c'est maîtrise. C'est savoir que tu as le droit de choisir à quelles pensées donner de l'espace et lesquelles laisser partir. C'est récupérer cette marge entre ce que tu ressens et ce que tu fais, entre ce que tu penses et ce que tu crois. Et cette marge est l'endroit où commence ta liberté. Lorsque tu deviens l'observateur silencieux, tu cesses de réagir par réflexe et tu commences à répondre avec intention. Et cela change tout, parce que tu ne vis plus à la merci de ton esprit. Tu vis depuis le centre de ta conscience, depuis cet endroit où tout ce qui passe par ta tête ne mérite pas de devenir ta vérité. 5. Quand tu sens que tu ne fais que résister, arrête-toi et respire. Imagine-toi en train de traîner une corde lourde attachée à ta taille.
Au début, tu peux la supporter, tu avances lentement, mais avec détermination. Cependant, avec le temps, la corde s'en mêle, se remplit de pierres, de souvenirs que tu n'as pas lâchés, de responsabilités qui ne sont pas les tiennes, d'exigences que tu as acceptées par peur. Il arrive un moment où tu n'avances plus. Tu ne fais que résister au poids, poussant avec force juste pour ne pas reculer. Et c'est là que beaucoup de personnes restent coincées, poussant sans direction, vivant par inertie, luttant avec quelque chose qu'elles n'ont même pas choisi. Si tu sens que tu ne fais que résister, ne continue pas à avancer à l'aveuglette. Arrête-toi, respire. Parce que parfois, le véritable progrès n'est pas de se forcer, mais de faire une pause pour se reconnecter avec ce qui compte vraiment. La culture de l'effort mal compris te dit de ne jamais t'arrêter, d'aller toujours plus vite, que si tu t'arrêtes, tu perds. Mais le corps ne ment pas, l'esprit non plus. Et quand tout en toi crie l'épuisement, quand l'âme commence à te murmurer que quelque chose ne va pas, l'ignorer ne te rend pas fort, cela te rend sourd. Résister sans but n'est pas du courage, c'est de la déconnexion. C'est agir comme si tu étais en guerre avec ta propre vie, comme si la seule façon de continuer était de serrer les dents et de tenir bon. Mais il y a une autre façon. Une façon plus sage, plus stratégique, plus humaine. Les stoïciens ne promouvaient pas la résistance aveugle, ils promouvaient la clarté, ils promouvaient l'action correcte, pas la compulsion. Ils disaient qu'il ne faut pas craindre l'effort, mais qu'il ne faut pas non plus se rendre à la rigidité. Parce que quand l'âme se durcit, elle se brise aussi. La véritable maîtrise de soi comprend de savoir quand s'arrêter. Et s'arrêter n'est pas abandonner, c'est recalibrer. C'est reconnaître que le chemin que tu prends a peut-être besoin d'ajustement, que la façon dont tu portes tes responsabilités n'est plus soutenable, que tout ce que tu supportes ne vaut pas la peine. La respiration est un outil puissant et sous-estimé. Au milieu du chaos, de l'épuisement, de la confusion, respirer profondément est comme appuyer sur un bouton de réinitialisation. Cela ne change pas le problème, mais cela change ta relation avec lui. La neuroscience le soutient. Une respiration lente et consciente active le système nerveux parasympathique, celui qui te calme, qui régule ton cœur, qui te ramène au centre. C'est une façon de rappeler à ton corps que tu n'es pas en danger, que tu peux baisser la garde, que tu es en sécurité. Parce que souvent, tu n'as pas besoin de plus de force, tu as besoin de plus de présence. T'arrêter et respirer n'est pas perdre du temps, c'est retrouver une direction. C'est ce moment où tu décides de lâcher la corde pour un instant, de regarder autour de toi, de te demander si tout ce que tu portes est vraiment à toi. Peut-être que tu portes des attentes d'autres personnes, des blessures anciennes, des engagements qui ne te représentent plus. Et si tu ne fais pas une pause, tu continueras à pousser sans sens, jusqu'à ce que le corps t'oblige à t'arrêter, ou que la vie te brise sans préavis. Alors, quand tu sens que tout est résistance, que chaque pas pèse plus que le précédent, que tu ne sais plus si tu avances ou si tu survis simplement, fais une pause. Ferme les yeux. Respire. Non pas pour fuir, mais pour écouter. Parce que dans ce bref silence, la réponse que tu cherchais apparaît souvent. Et à partir de là, de cette pause consciente, tu peux décider si tu continues, si tu changes de direction ou si tu lâches tout. Tu n'es pas ici pour résister éternellement. Tu es ici pour vivre avec sens. Et parfois, l'acte le plus courageux est de s'arrêter, de respirer profondément et de se rappeler que tout n'a pas besoin de faire mal pour avoir de la valeur. 6. Laisse des traces visibles de la vie que tu veux construire. Imagine que tu marches sur un sentier au milieu du brouillard, sans carte ni signal, avec seulement une idée vague de la direction que tu veux prendre. Si tu ne laisses pas de marque, si tu ne construis pas tes propres signaux à chaque pas, tu finiras par oublier pourquoi tu as commencé. Tu douteras de si tu avances ou si tu tournes simplement en rond. Vivre sans laisser de traces est comme essayer de construire une maison sans poser de fondation. Tu peux avoir l'impression de faire beaucoup, mais rien ne reste. C'est pourquoi tu as besoin de laisser des traces visibles de la vie que tu essaies de créer, non par vanité, mais par clarté. Pour ne pas te perdre,
pour pouvoir regarder en arrière et voir que, même si c'est lent, tu avances. La véritable transformation n'est pas seulement un processus interne, elle doit aussi se manifester à l'extérieur. Tes habitudes, tes décisions, tes routines, tes paroles, ton environnement, tout parle. Et soit cela crie la vie que tu veux construire, soit cela répète le bruit de ce que tu veux laisser derrière toi. Il ne suffit pas d'avoir des intentions. Les intentions sans action visible se perdent dans l'esprit comme des châteaux de fumée. Ce qui n'est pas concrétisé ne se soutient pas. Et ce qui ne se soutient pas finit par s'évanouir avec le temps. Les stoïciens parlaient de vivre en cohérence avec la vertu, non pas avec ce qui est dit, mais avec ce qui est fait. La vertu se reflète dans les actions quotidiennes, pas dans les discours. Et si tu t'es engagé à changer ta vie, alors cela doit se voir. Non seulement dans les grands accomplissements, mais aussi dans les petits détails, dans la façon dont tu te parles, dans ce que tu choisis de consommer, dans la façon dont tu prends soin de ton corps, dans ce que tu fais même quand personne ne te regarde. Chaque choix laisse une trace, et cette trace est ton chemin. Si tes jours ne sont pas alignés avec la vie que tu dis vouloir, alors ce que tu construis n'est pas un avenir, c'est une contradiction. La psychologie du comportement le rend clair. Ce que tu répètes devient une partie de ton identité. Et ton identité n'est pas créée seulement parce que tu penses de toi, mais parce que tu fais constamment. Chaque petite habitude est une déclaration silencieuse de qui tu choisis d'être. C'est pourquoi tu as besoin de rendre visible ton engagement. Si tu dis que tu veux de la discipline, qu'elle se voit dans tes horaires, dans ton ordre, dans ton alimentation, dans ton travail, si tu dis que tu veux la paix, qu'elle se voit dans les limites que tu poses, dans les espaces que tu habites, dans les personnes avec qui tu te lis. Tu ne peux pas construire une vie différente en prenant les mêmes décisions que d'habitude. Laisser des traces visibles signifie aussi ne pas te cacher derrière l'attente éternelle. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour commencer. Tu as juste besoin de commencer avec ce que tu as, où tu es, et de laisser une preuve réelle que tu es en route. Écris-le, pratique-le, parle-le, construis des habitudes qui soutiennent ta vision. Parce que lorsque la peur reviendra, lorsque le doute apparaîtra, tu auras besoin de preuves, pas de promesses. Et ces preuves sont tes traces, tes actes, ton effort, ta constance. Fais en sorte que ta transformation se voie, même si personne ne l'applaudit. Qu'elle se voie dans la façon dont tu affrontes tes jours, dans la façon dont tu te relèves après être tombé, dans les petites choses que tu évitais avant et que tu fais maintenant avec détermination. Parce que le véritable changement n'a pas besoin d'être annoncé, mais il a besoin de laisser une empreinte que tu peux suivre lorsque tu te sens perdu. Une empreinte qui crie à ton futur que tu es déjà en route. Et si aujourd'hui il n'y a pas d'empreinte, commence par faire un pas ferme, un pas à toi. Un pas qui montre clairement que tu ne rêves pas d'une autre vie, tu la construis. 7. Fais de ton progrès un miroir que tu peux regarder chaque jour. Imagine que tu grimpes une montagne, mais au lieu de regarder combien tu as progressé, tu regardes seulement vers le sommet qui semble encore inaccessible. Tu t'épuises, le chemin te frustre, et tu commences à penser que tu n'accomplis rien. Cependant, si tu avais un miroir avec toi qui reflétait chaque pas que tu as fait, chaque mètre que tu as grimpé, chaque moment où tu n'as pas abandonné, tu pourrais voir que tu n'es pas au même endroit qu'avant. Ton progrès n'est pas invisible, mais il doit être reconnu. Parce que si tu n'apprends pas à voir ton avancement, ton esprit l'effacera. Et si tu l'effaces, tu le nieras. Et si tu le nies, tu te saboteras. Le progrès ne crie pas toujours. Parfois, il est silencieux, lent, inconfortable. Il n'arrive pas toujours avec des applaudissements ou des résultats immédiats. Mais chaque jour que tu choisis de continuer, même si tu ne le sens pas, tu construis quelque chose. Le problème est que si tu ne fais pas de ce progrès un miroir visible, tu finis par croire que tu ne progresses pas. Et quand tu crois cela, tu agis comme si c'était vrai. C'est pourquoi tu as besoin d'une façon de refléter ce que tu fais, quelque chose que tu peux regarder pour te rappeler que tu n'es pas la même personne que tu étais il y a un mois, il y a un an, il y a une semaine.
Parce que tu ne l'es pas. Si tu fais le travail, tu changes. Point final. Les stoïciens parlaient de l'examen de soi quotidien, de l'importance de regarder à l'intérieur avec sincérité, de reconnaître les erreurs sans culpabilité et les progrès sans arrogance. Il ne s'agissait pas de gonfler l'ego, mais d'aiguiser la conscience, de se regarder comme un processus en mouvement et non comme une identité fixe. Parce que si tu ne te regardes pas attentivement, tu te perds. Et si tu ne te regardes que pour te critiquer, tu te détruis. Tu as besoin d'équilibre. Tu as besoin d'objectivité. Tu as besoin d'un miroir propre. Un qui te montre non seulement ce qui manque, mais aussi ce qui existe déjà. La psychologie confirme que la reconnaissance du progrès augmente la motivation, renforce la confiance en soi et construit l'identité. Lorsqu'une personne voit des preuves de sa progression, son esprit commence à croire qu'elle est capable. Et quand tu crois que tu es capable, tu fais plus. Non pas sous la pression, mais par conviction. Le problème est que souvent, nous ne mesurons que le résultat final. Nous voulons voir le corps parfait, l'esprit en paix, le succès total, mais nous ignorons le processus. Et le processus est ce qui façonne. Il ne s'agit pas seulement de célébrer les grandes choses, il s'agit de réaliser ce que tu soutiens chaque jour, les décisions qui te coûtaient avant et que tu fais maintenant sans y penser, les limites que tu évitais avant et que tu défends maintenant, les habitudes qui te drainaient avant et que tu as maintenant remplacées. Fais de ton progrès un vrai miroir. Note ce que tu fais. Réfléchis à tes journées. Demande-toi ce que tu as fait aujourd'hui qui t'a rapproché de la vie que tu veux construire. Et si la réponse est très peu, ne te juge pas, mais fais quelque chose de différent demain. Parce que chaque jour compte. Chaque pas laisse une trace. Chaque tentative ajoute. Peu importe si personne ne le voit, si personne ne le reconnaît, si personne ne te félicite. Fais-le quand même. Et regarde-le toi-même. Parce que tu es celui qui a le plus besoin de voir ce reflet. Tu es celui qui a le plus besoin de savoir que ce que tu fais en vaut la peine. Le progrès ne se mesure pas toujours en réalisation gigantesque. Parfois, il se mesure à ce que tu ne permets plus, à ce que tu ne tolères plus, à ce que tu ne répètes plus. Et quand tu rends ce changement visible, quand tu le reconnais, tu t'entraînes à le soutenir. Parce que ce qui n'est pas reconnu s'affaiblit. Et ce qui est regardé avec vérité se renforce. Alors regarde-toi chaque jour, non pas pour te demander plus, mais pour te rappeler à quel point tu es allé loin, que ce miroir te serve à continuer, à ne pas lâcher, à continuer à grimper, sachant que chaque pas compte, même quand personne ne le voit. 8. Revêtez vos habitudes de plaisir conscient. Il y a des routines qui se vêtissent de costumes gris, qui se répètent sans âme, qui existent seulement par habitude. Mais il y a aussi des habitudes qui, lorsque vous les revêtez d'intention et de présence, deviennent des rituels qui vous connectent à vous-même. Comme une tasse de café bien servie en silence, comme un entraînement qui défie mais ne punit pas, comme un espace de lecture qui ne cherche pas à distraire, mais à nourrir. Le plaisir conscient n'est pas un luxe, c'est un outil de transformation. C'est l'acte de transformer le quotidien en quelque chose de sacré. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce que vous choisissez de l'habiter avec attention. Beaucoup de personnes vivent en quête de plaisir immédiat, sans comprendre que ce plaisir sans conscience finit par les vider. Manger sans faim, regarder sans observer, consommer sans besoin. Le plaisir qui n'est pas choisi avec clarté devient une échappatoire, mais celui qui est pratiqué avec intention se transforme en pouvoir. Les stoïciens ne rejetaient pas le plaisir, ils le disciplinaient. Ils savaient que jouir avec mesure, avec raison, avec présence, fait partie d'une vie vertueuse. Parce que lorsque vous apprenez à jouir sans vous perdre, vous vous libérez. Vous n'avez plus besoin d'excès. Vous ne poursuivez plus ce qui vous endort, vous cherchez ce qui vous élève. Revêtir vos habitudes de plaisir conscient n'est pas les remplir de choses externes, c'est les remplir de sens. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites, mais de comment vous le faites. Bien manger n'est pas un régime, c'est du respect pour votre corps. Dormir à l'heure n'est pas une obligation, c'est un acte d'auto-soin.
Dire non à ce qui vous intoxique n'est pas une restriction, c'est la liberté. Parce que lorsque le plaisir devient conscient, il cesse d'être un piège et devient une source d'énergie propre. La clé est de prêter attention à ce que vous choisissez de répéter. Si vous le faites avec hâte, vous l'oubliez. Si vous le faites avec culpabilité, vous le sabotez. Mais si vous le faites avec présence, vous l'intégrez. Et lorsqu'une habitude devient une partie de vous, vous n'avez plus besoin de lutter pour la maintenir. Elle vous soutient. C'est pourquoi il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux. Avec intention, avec un plaisir qui nourrit, avec la conscience que votre quotidien peut aussi être un espace sacré, si vous décidez de l'habiter ainsi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.